Alors, ceci est l'histoire méconnue d'une famille de Caraquet, une famille sur laquelle j'y travaille depuis des années, parce que c'est une famille comme de nombreuses familles anglophones, jerseyaises, écossaises de Caraquet. Vous savez, il y a eu un temps à Caraquet, il y avait une quarantaine de familles, hein? Les Blackall, les Sioux, les Burbridge, les Nixon, les Young, les Fio. Hein? Bref, et ils ont, au cours des ans, évidemment, un peu disparu. Et les Reeves est un cas peut-être plus particulier, à l'effet que, en 1965, lorsque la dernière des Reeves meurt, c'est fini. Le couple Reeves avait eu 16 enfants et les 16 enfants n'ont pas eu d'enfants. Alors, Philip Reeves est né en 1838 à Jersey et à l'âge de 14 ans, il venait d'avoir 14 ans, va embarquer sur un bateau qui arrive de Liverpool, un bateau de la compagnie jerseyaise du nom de l'Amelia. Et l'Amelia était une barque de 200 tonneaux, à peu près 105 pieds de long, qui avait été construite à Shippagan en 1843 par le Musurier. Okay? On bâtissait des gros navires à l'époque. Et au début août 1852, plus précisément, l'Amelia quitte Liverpool avec un chargement de sel pour se rendre à la Pointe-Alexandre, où les Frowing ont évidemment une installation. Avant d'entreprendre la traversée, le bateau va se rendre à Jersey, okay, où est le siège, si vous voulez, social de la compagnie, comme les Robins d'ailleurs. Et Jersey, comme vous le savez, ce sont ces îles de la Manche. Okay? Les deux plus grandes îles, c'est Jersey et Guernsey. Guernsey, par exemple, est l'île où Victor Hugo s'est réfugié lorsque Napoléon III va prendre le pouvoir en 1851. Et pour ceux qui ont fait un peu de littérature, c'est là que Victor Hugo, dans la maison qu'on appelle Haute-Rive, va écrire son célèbre roman « Les travailleurs de la mer », avec son personnage principal, Gilliatt, qui se bat avec un poulpe, c'est-à-dire une pieuvre. Alors, Jersey, c'est très intéressant parce que c'est une île de 100 000 habitants. C'est aujourd'hui un paradis fiscal. C'est une très belle île qui a été envahie par les Allemands, comme vous le savez, en 1940. Et les Allemands vont s'en servir surtout pour rescaper leurs soldats blessés. Et si vous allez à Jersey, il y a un hôpital souterrain qui a été bâti par les Allemands et c'est devenu aujourd'hui un musée. Alors, on prend le traversier soit à Saint-Malo, soit dans la région de Coutances, entre autres. C'est une traversée d'1h30, mais c'est assez intéressant, merci. Or, notre Philip Reeves est né, dans la paroisse, et là, je suis équipé à soir. Ah oui, je suis équipé. Ah oui, là, ouais. Il est né dans la paroisse de Saint-Pierre, OK? Il est né dans la paroisse de Saint-Pierre, et évidemment, il va partir plus tard de Saint-Hélier. Okay? Vous avez l'église de Saint-Pierre où, au mois de juillet 1838, où Philip Reeves va être baptisé. Lorsqu'il quitte Jersey, lorsqu'il quitte Jersey sur une barque à peu près comme ça, elle, c'est une barque d'à peu près 175 tonneaux, un petit peu plus petit que ça, mais c'est tout de même de ce style-là. Une traversée de Jersey à Shippagan à l'époque, ça dure maximum 30 jours, OK? Alors, lorsqu'il traverse, lui,
elle va durer 68 jours. OK? Pour un jeune garçon qui venait d'avoir 14 ans, le baptême de l'eau a été évidemment très, très pénible. Parce qu'après une soixantaine de jours, vous savez, le capitaine qui s'appelait James Craig, OK, rationne l'eau. On ne branche pas beaucoup. Tu as 10 hommes d'équipage là-dessus, plus évidemment le premier maître et le cuisinier. Okay? Alors, c'est comme ça. Et ça, c'est un bateau, évidemment, qui est à Shippagan. Et il décharge le sel. Vous voyez le système de poulie que vous avez le tombeau là, puis vous avez évidemment, et là, si vous regardez bien, là, le sel qui a tombé, là, OK? Alors, imaginez-vous 69 jours là-dessus. C'est pas évident, OK? Et qu'est-ce qui est important de comprendre, OK? La question du sel, que ce soit les Robin, que ce soit les Frowing, que ce soit les Young, que ce soit toutes ces compagnies qui viennent de faire le commerce du poisson ici, qui se sont établis tout le long des côtes. Le sel, c'est ça qui est l'instrument pour retenir le pêcheur. Si tu n'as pas de sel, tu fais rien. Tu ne veux pas toute la manger, la morue que tu vas pêcher. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les compagnies arrivent avec du sel et disent, OK, tu pêches pour nous, on va te fournir le sel. OK? Et c'est seulement à partir de 1930, lorsque Pépé Moret de Bois-Caraquette va fonder une association de pêcheurs avec Jean Robichaud de Shippagan, qui était député, qu'on va commencer à s'acheter du sel et à s'approvisionner nous-mêmes. Avant ça, si les compagnies ne nous en donnaient pas, on était... OK? Alors, Philippe Reeve est un apprenti. Il est à Shippagan. Et un apprenti, il faut qu'il signe pour 5 ans. À 14 ans, c'est ses parents qui signent. Et les règlements sont très stricts. OK? Lever à 5h30 du matin. Déjeuner, 6h30, tu es sur l'ouvrage. Jusqu'à 7h le soir. L'habillement. Tu n'as pas le droit de fréquenter les filles du milieu. OK? C'est très interdit. Impossible, évidemment, de fréquenter des lieux de perdition, lorsqu'on joue aux cartes, etc., etc. Ces enfants-là, parce que c'était finalement des enfants, ils sont vraiment tenus à la laisse très serrée. Et si tu continues dans cette mouvance-là, mais tu vas grandir. Et c'est pour cette raison-là, arrivant en 1852, en 1867, OK, Philippe Reeve, d'apprenti commis à chef commis, etc., il devient gérant, OK, des Frowing à Caraquette. Et ça, c'est le magasin des Frowing à Caraquette, qui était juste à côté de la maison à Robert Godin, anciennement la maison Alban Blanchard, OK, près du presbytère. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est ce bâtiment-là qui date, Il faut comprendre que c'est pas récent. Alors, ça serait intéressant, si on retourne, madame, ça serait intéressant que le propriétaire fait cette petite véranda-là, ça serait mieux que ça, là, OK? C'est une suggestion parmi tant d'autres, Alors, on continue. Alors, vous avez ici la maison des Frowing, où, évidemment, les Frowing vont, le gérant et ainsi que les apprentis et les commis vont y vivre. Évidemment, ça a été la maison à Alban Blanchard, aujourd'hui à Robert Godin, vous la voyez là. Et le dernier gérant des Frowing, en 1917, a été Nicolas de Sainte-Croix, parce que les Frowing, en 1917, font banqueroute, et c'est les Robin Jones and Whitman, c'est les Jones and Whitman, excusez-moi, qui vont les acheter, et ils vont continuer sur le vocable Frowing, tandis que les Robins vont s'appeler Robin Jones and Whitman. Alors, vous voyez cette maison-là, et aujourd'hui, et là, pareil, peut-être dire à Robert, on enlève ça, puis on revient avec la véranda de l'époque. Mais de quoi est-ce que je me mêle, Voilà. Et on continue. Et voilà,
les Frewing, c'est une grande compagnie. OK? Avec les Robin, les Frewing et plus tard les Reeve, ce n'est pas d'une petite compagnie. Vous voyez ici, ils sont tout le long de la... OK? Ils sont dans 9 endroits en Gaspésie. OK? À Grande-Rivière, ils sont par exemple à Rivière-au-Nord, à la Petite Rivière-au-Nord, au Cap de Gaspé. C'est tout ça. Et ça, c'est une carte qui est très intéressante parce que avant de faire banqueroute, ils vont émettre, OK? Ils vont faire ils vont émettre des obligations pour la somme de 40 000 pounds, OK? Des livres sterling, c'est énorme à l'époque, mais ça ne les a pas sauvés pour autant. Et la prochaine, et dans la péninsule acadienne, ils sont à Grand-Anse, OK? Ils sont à Grand-Anse, ils sont au Goulet, ils sont évidemment à la Pointe-Alexandre, et à la Pointe-Alexandre, là, ils vont déménager en 1902 à Lamec. Et le magasin des Frewing à Lamec est toujours là. OK? Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça la Pointe-Alexandre? C'est que William Frewing, lorsqu'il passe sa compagnie en 1828, il n'a pas de fils. Il n'a que des sœurs, et c'est ses beaux-frères qui étaient des Alexandres. Et c'est pour cette raison-là qu'à Shippagan, par exemple, on ne parlera jamais des Frewing, on va parler de la Pointe-Alexandre parce que c'était ça. Au Goulet, ils vont fermer en 1902, tandis qu'à Grand-Anse, OK, ils ont ouvert en 1845 et ils vont fermer dans ces années-là pareil. En 1870, Charles Philippe Reeve, qui est évidemment membre important de la compagnie, quitte la compagnie et part sa propre compagnie qui va s'appeler Alexander & Reeve. OK? Parce que son partenaire, c'est Joshua Alexander, un des Alexandres qui mène les Frewing, mais seulement pour 1 an, parce qu'après ça, Alexandre, lui, s'en va à Jersey, il est dans une fin de vie. Et là, vous voyez, OK, vous voyez ces installations un peu tout le long de... OK, et ça, c'est le magasin qui existe toujours, OK? Et ce magasin-là, on vend de tout, on vend vraiment de tout. Et on peut voir, OK, ici, il y a M. Gervais Blanchard, 3 livres de sucre, OK, à 3 cents la livre, etc., etc. Et qu'est-ce qui est très intéressant par rapport au Robin, c'est que les Reeve tiennent un day-book qu'on appelle. C'est-à-dire que si tu allais acheter quelque chose chez les Robin, la plupart du temps à crédit, mais tu avais une page dans le ledger qui s'appelait, je ne sais pas moi, Phileas Stéréo. Alors, tu achetais et le soir, le commis allait dans le grand ledger et marquait Phileas Stéréo, acheter telle chose sous le nom de Phileas Stéréo. Tandis que le day-book des Robins, eux autres, c'est comme une caisse enregistreuse, mais à la main. OK? Alors, vous voyez, OK, ici, c'est Tuesday, OK, l'octobre 1902. Et ce magasin-là, OK, on continue, c'est maintenant la maison de Jean-Paul Lantaigne Junior, OK, avec le bloc appartement à côté. Et pour ceux qui sont arrivés tôt, vous allez voir en sortant sur la table que Sylvain a monté quelques artefacts, un revolver, OK, qui a été trouvé dans la maison des Reeve, parce qu'il faut comprendre que ces magasins-là, à l'époque, ils sont aussi des banques. Ils vont avancer de l'argent. OK? Monseigneur Paquette, par exemple, lorsqu'il bâtit l'église de Caraquette, il transige avec les Robins, parce qu'il n'y a pas de banque à l'époque. OK? Alors, c'est très intéressant, et je pense que ce revolver-là était un peu la sécurité. OK, on continue. Le Seagull Inn, la résidence des Reeve. Imposant bâtiment, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. OK? Imposant bâtiment que Philippe Reeve va évidemment bâtir. Et qu'est-ce qui est important ici? Et ça va peut-être intéresser Léon Gionnet.
c'est lorsque les Reeves deviennent propriétaires du terrain, ils ne sont pas propriétaires du terrain. Ils vont louer le terrain pour 99 ans à Dominique Paulin. Et lorsque Dominique Paulin meurt en 1875, si vous voulez, la location du terrain pour 99 ans est renouvelée avec sa veuve. Et lorsque Paul Lantaigne, senior, va se faire acquéreur de cette propriété-là, son fils me disait, Jean-Paul Junior, que son père a été obligé de se rendre aux mines à quelque part pour faire signer, pour, si vous voulez, avoir un release de ce terrain-là. Et ça, c'est assez curieux. Il y a des choses que Philip Reeve fait que personne d'autre dans ce monde-là fait. Et là, on voit maintenant, la résidence, elle était juste là où est-ce que la maison à Paul Lantaigne Senior, vous avez Home Hardware, et là, vous avez le magasin, OK? Puis là, vous aviez toutes les installations des Reeves, OK? Bon, on continue. Et là, ça, c'est très intéressant. Chez les anglophones, OK? Chez les anglophones, que ce soit les Mackintosh qui étaient, évidemment, des presbytériens écossais, que ce soit Blackhall, qui était aussi presbytérien d'Écosse, que ce soit, évidemment, les Reeves ou les Few, que ce soit qui étaient United Church, parfois méthodistes, ces hommes-là viennent du seul. Et la plupart du temps, ils arrivent jeunes. OK? Il n'y a pas de femmes d'Angleterre ou de Jersey qui déménagent ici. C'est pas vraiment OK? C'est que des garçons. Et évidemment, il faut qu'ils se marient. À un moment donné, il y a qu'est-ce qu'on appelle des montées d'hormones. Bon. Et Philip Reeve va marier en 1876 Catherine Dwyer. Il a 33 ans. Catherine Dwyer est une Irlandaise catholique de Rexton, au Nouveau-Brunswick. Elle est la fille de Henry Dwyer, un Irlandais. Je n'ai pas fini toute la recherche. Ça fait comme 5 ans que je suis là-dessus, puis il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais en tout cas, tout probablement un médecin arrivé à Halifax, après ça, au Nouveau-Brunswick, qui venait de la région de Cork, en Irlande, dans le sud de l'Irlande. Elle est irlandaise catholique. Le couple va avoir 7 enfants. Mais avant d'avoir des enfants, écoutez ceci. Lorsque Philip Reeve arrive à Caraquet et s'installe, il y a une servante qui reste avec lui, du nom de Sarah Como. Elle a 25 ans. Et en 72, elle accouche. Et le curé, dans ces dates-là, dit « J'ai baptisé hier un enfant dont les parents sont inconnus et dont les grands-pères, le parrain et la marraine sont tatata. » Ça reste de même. Lorsque le recensement de 1901, OK? Lorsqu'on regarde le recensement de 1901, Sarah Como demeure chez Maurice Gionnet, grand-père de Léon Gionnet. Et elle a un fils, Honoré, dont le nom apparaît dans le baptistère, mais il n'y avait pas de parents, qui a l'âge qui équivaut. Et la rumeur veut que la première montée d'hormones de Philip Reeve, c'est avec la servante. Mais on va laisser ça là. Le couple Reeve va avoir 16 enfants. Philip Henry, qui est né l'année d'après le mariage, en 1877. Mary Jane, qui ne va vivre que 3 ans. Joséphine Marguerite Reeve, qui va mourir en 1955. Philip Lawler Reeve, en 1860. Rupert Walter Reeve, en 1884. Marie-Estelle, en 1886. Et Molly Bond Reeve. Ça, je trouve que c'est un nom extraordinaire. C'est un beau nom, hein? Molly Bond. OK, qui va mourir enfin après quelques jours.
Alors, tout ce monde-là n'a pas eu d'enfants. Et permettez-moi de vous les présenter un petit peu, là. OK? Est-ce qu'il y a mon piton, là? Ah! OK, j'arrive. Rupert Reeve, il est là. Vous voyez? Harry n'est pas là. Vous avez ici, OK, Marie-Estelle Reeve, qui était très jolie. Et là, ici, vous avez Joséphine Reeve, qui est morte en 55, elle en 65. OK? Vous avez Colson Hubbard, OK? Qui était le beau-frère à Robert Young, parce que Robert Young avait marié une Hubbard de l'île du Prince-Édouard. Et là, vous avez tous les autres, là. Mais ça qui nous intéresse, ici, là, le monsieur qui est là, c'est Nick de Sainte-Croix, qui va être le dernier gérant, évidemment, des Froing, qui habitait d'ailleurs la maison à Robert Godin aujourd'hui. Alors ça, c'est le Caraquet Tennis Club de 1904. Vous aviez aussi le Caraquet Curling Club. Vous aviez aussi le club chez ces gens-là où on faisait des débats oratoires. OK? Alors, ce sont évidemment un peu les enfants de Lilith avec évidemment toujours une ou deux vieilles personnes qui sont chaperons. Dans une lettre que j'ai trouvée récemment, OK, les sœurs Reeve doivent aller débattre, OK, débattre à Shippagan, OK, chez les Doran puis tous ces gens-là, chez les Le Riche, qui est aussi chez les Froing, débattre. OK, il y a un concours de débat oratoire sur est-ce que l'Empire britannique devrait avoir un parlement. Et les deux sœurs Reeve y vont, mais la personne qui a écrit la lettre à une connaissance a dit oui, mais elle dit, comme vous le savez, elle dit les sœurs Reeve, il faut toujours qu'il y ait au moins 2 chaperons. C'est que la bonne femme est très stricte. Elle est irlandaise catholique, pas à peu près. Bon, on continue. Alors, Philip Reeve a une implication très importante, OK? Il est premièrement, dès le début, juge de paix, OK? Lors du meurtre, OK, de Xavier Paulin par Olivier, OK, Gallien, sur l'île de Caraquet, l'enquête préliminaire va se passer dans le magasin où ils vont interviewer pendant quelques jours 13 témoins, qui, après ça, va être, évidemment, jugé à Bathurst. Et à Bathurst, comme vous le savez, en octobre, le meurtre se passe au printemps, sur l'île de Caraquet. Et en octobre, Olivier Gallien est pendu. Okay? Première personne dans le comté de l'Ulster à être pendu, puis il y en aura juste 2. L'autre, ça sera Rufus Pitt, dans les années 1930. Il est maître du Havre. À l'époque, maître du Havre, c'est pas tout à fait Harbour Master de nos jours, mais c'est un peu un gars qui tient le registre des bateaux qui rentrent. Il est commissaire scolaire dans l'affaire Louis Mailloux. Alors, comme vous le savez, il est commissaire scolaire avec John Sewell puis Black Hall. Alors, il va être très impliqué là-dedans. Et lorsqu'on va accuser 9 Acadiens du meurtre, évidemment, de Gifford, qui était un des miliciens, il va témoigner dans les procès. Bref, il est très impliqué là-dedans. Il va être, évidemment, c'est lui qui va être chargé de l'enquête préliminaire du meurtre, OK, de Gustave Lantaigne, OK, qui était constable, OK, par Phileas Lantaigne à coups de hache. Et là, on pourrait en parler longtemps, il y a un procès, il y a tout ça. Et Gustave Lantaigne était constable. Il avait été, parce qu'il y avait une dette qui n'avait pas été payée, puis finalement, il a été tué à coups de hache. Il va être vice-consul de Suède et de Norvège, pas à peu près. Vice-consul de Suède et de Norvège. Comme vous savez, la Suède et la Norvège étaient reliées. Il va être séparé lors du traité de Kiel, OK, au nord de l'Allemagne, en 1905. OK? Lorsque le Caraquet Flyer, puis ici, il y a beaucoup d'autres choses, je vous donne les principaux. Lorsque le Caraquet Flyer, OK, a son voyage inaugural, OK, on part de Gloucester Junction, puis on descend, puis on arrête partout. Lorsque le train arrive à Caraquet, alors évidemment, la personne à qui on va demander de faire le discours de circonstance, c'est Philip Reeve. Pourquoi?
Parce que les anglophones, les anglophones de Caraquet parlaient français. Okay? Surtout les Jersiais, c'était presque leur langue maternelle, parce que c'était à l'origine des Huguenots, des protestants français. Ah, parce que le train, il y a des gens dessus les caps, il y a du monde de Bathurst, il peut livrer un discours dans les deux langues, et entre autres, il va dire lors de ce discours-là, que la venue du train, ça sera la prospérité de la région, etc., etc. Aujourd'hui, c'est une piste cyclable, puis on pense que ça va bien aller. OK? C'est très intéressant parce que le Caraquet Flyer, comme vous le savez, a eu une histoire très triste, et dès la première journée. Parce que le banquet, le banquet pour célébrer cette journée-là, on est en novembre, 1887, c'est à Chipaga. Alors là, tous les curés de tous les paroisses sont là, tous les grands dignitaires, politiciens, tout ça. Et après, évidemment, les cérémonies puis le banquet, lorsqu'on retourne, Nazaire Lantaigne, qui a une vingtaine d'années, qui est père d'un petit gars d'1 an, parce qu'on avait comme 2 flat cars, où le monde était là-dessus, tombe en bas, puis le train passe dessus, puis le coupe en deux. Alors, ça y allait mal, et comme vous le savez, le mois d'après, à la rivière McIntosh, le train frappe un bas de neige, tombe en bas du pont, et 8 sont tués. OK, on continue. Philip Reeve était conservateur de politique, et il va ne se présenter qu'une fois au conseil municipal du comté de Gloucester, et il va être battu par Robert Young, 290 votes à 210 votes. Se présente au conseil, c'est ça. Après ça, président du comité anglophone pour la venue à Caraquet du gouverneur général du Canada. Ça a été peut-être l'événement de l'événement, de tous les événements. C'est lorsque le gouverneur général du Canada, Lord Minto et sa femme, viennent à Caraquet. Là, c'est vraiment le branle-bas de combat. Écoutez, et je vais tout vous expliquer. Entre-temps, Philip Reeve va retourner pour la première fois après 30 ans. Il est parti petit jeune, et 30 ans plus tard, il va retourner chez eux, voir ses parents, dont un va mourir en 1889, et va retourner en 1900 avec sa femme. Il va arriver au printemps de 1901 à Halifax. On est si fort urgent, sa maison est au village acadien, et il est député. C'est le député de Gloucester. C'est notre député. Et c'est lui qui va intervenir pour faire venir Lord Minto et sa femme à Caraquet. Et là, évidemment, on va créer un comité, un francophone et un anglophone. Et dans les journaux de l'époque, c'est très, très bien expliqué qu'il y a une grande harmonie, qu'on a deux comités, un qui est présidé par le docteur Comeau, l'autre par Philip Reeve, parce qu'il faut, évidemment, recevoir ces dignitaires-là d'une façon convenable. Le brise-glace, qui est le Canadian Government Service, c'est le Minto. 225 pieds, tire 24 pieds d'eau. Le commandant, son nom est Spain, son nom de famille, comme Espagne. Et lorsqu'ils arrivent, 200 goualettes. Évidemment, c'est des goualettes, c'est des 10 tonneaux, ça à peu près 30-40 pieds. Toute voile dehors, à partir, si vous voulez, de la boîte d'assurance, aller jusqu'au quai, là, c'est juste des goualettes pour accueillir, évidemment, le couple vice-royal. Mais James Craig, le capitaine Stein, accoste pas. Non, il dit, premièrement, il arrive à la mer basse, puis ça y prend 4 pieds d'eau sous la quille, puis il pense pas qu'il l'a. Ça fait, il dit, on va descendre des chaloupes et vous allez ramer le couple, le vice-royal au quai. OK? Next. Alors, vous voyez, là, le quai, c'était pas grand-chose à l'époque, mais c'était ça, on voit l'île. OK? Et là, 2000 personnes accueillent. On a des arches, on fait une parade, parce qu'ils vont être accueillis au collège. Et là, au collège, évidemment, tout le monde y est, mais tout le monde ne peut pas rentrer, mais on est dans la salle du collège. Et là, on a des discours et tout ça.
Et par après, le couple vice-royal va se rendre au couvent. OK? Parce que Lady Minto veut s'assurer qu'il remercie finalement la congrégation Notre-Dame, qui vient évidemment de Montréal, pour leur service et tout ça. Et on a évidemment des boniments d'usage, et Lady Minto s'adresse à la foule en français. OK? Alors, ça a été quelque chose qui a été très, très, très remarqué. On continue. En 1902, il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas quoi. Je vais le trouver, mais ce n'est pas encore là. En 1902, Philip Reeve achète la maison, et achète une maison à Bathurst de James Howell. James Howell est un personnage très important, c'est un maçon. Et c'est lui qui est en train de faire toute la maçonnerie avec son équipe, l'église de Bas-Caraquette. C'est lui, d'ailleurs, qui a aussi fait la maçonnerie du palais de justice à Bathurst, OK? La courthouse, OK? Il y a une vieille partie, là, mais c'est... Et là, il vend son commerce. Il vend son commerce à son garçon, OK, Harry. Il est baptisé Henry, mais c'est Harry. Et Harry est en train de faire, il a gradué au Collège Saint-Joseph, mais il est en train de faire son droit. À l'époque, on pouvait faire un cours d'avocat avec un avocat. On n'était pas. Et il va abandonner ça pour venir prendre le commerce. Okay? En 1909, c'est le décès de Catherine Dwyer, l'épouse de Philip Reeve. Et en 1910, Philip Reeve meurt à Caraquette, OK, mais est enterré à Bathurst. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il est protestant, il va rester protestant. Tout le reste de la famille va virer catholique. Fred Young disait, parce que Fred Young, c'était premièrement un libéral, puis deuxièmement un protestant. Il disait, The Reeves, bunch of fools, OK? Il n'aimait pas ça qu'ils se convertissent. Alors, on continue. Harry Reeve, le fils aîné, un homme très intéressant, OK? C'est lui qui, évidemment, c'est Philip Henry Reeve, mais on va toujours l'appeler Harry Reeve. 1800, OK? Gradué au Collège Saint-Joseph de Memramcook. Et là, il faut comprendre ceci. Le Collège Saint-Joseph était un collège bilingue. OK? C'était un collège pour les Acadiens, mais il était bilingue, parce que pour avoir la permission d'avoir un collège qui avait ouvert en 1864, l'évêque, les évêques irlandais, exigeaient ça. Et à l'âge de 15 ans, alors qu'il est au collège, il est baptisé par le curé de Memramcook, sous condition. Parce que les garçons Reeve, okay, il faut comprendre ceci, la mère est irlandaise catholique, le père est protestant. Et dans les mariages mixtes, les Black Hall, c'était la même chose. Tous les mariages mixtes qu'il y a eu à Caraquette à cette époque-là, les fils sont élevés dans la religion du père et les filles dans la religion de la mère. Or, tous les garçons des Reeve ont tous été baptisés protestants. Or, c'est ça la condition. OK? Tu deviens catholique par ton baptême, à condition, évidemment, que, tu lâches l'autre gang. Et ça, c'est très intéressant. En plus de ça, il faut comprendre qu'il y a une église protestante à Caraquette, mais il n'y a pas de registre. L'église protestante de Caraquette, c'était comme une succursale, si vous voulez, de l'église, OK, anglicane de Bathurst. Alors, les registres sont là. Et lorsque j'ai besoin de l'aide, Kevin Mann, qui est ici ce soir de Bathurst, je l'appelle, je dis, Kevin, va me chercher ça. Within hours, je reçois le texte, tout est fait. Alors, parce qu'on ne peut pas tout faire ça tout seul. Hein? Alors, comme vous le savez, en 1902, il achète le commerce de son père, et en 1932, il ferme. Il ferme le commerce, la crise est arrivée depuis 2 ans. Les compagnies ont énormément de difficultés, évidemment,
à maintenir, si vous voulez, leur marché, qui est au Brésil et qui est dans les pays catholiques, hein, surtout l'Espagne et l'Italie, et le Portugal, en plus du Brésil. Alors, on ferme, OK? Lorsqu'ils ferment, les Reeve sont propriétaires de 18 goélettes. C'était pas une petite entreprise. Et lorsque Reeve va mourir, OK, meurt en 1910, OK, dans sa nécrologie, OK, qui a été écrit par M. de Bathurst, il est dit ceci. One thing about Philip Reeve, through all his businesses, he never had to close the shutters. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais fait banqueroute. C'était un homme prospère. Alors, il devient aussi, hein, puis là, lorsqu'il quitte, hein, il devient représentant d'une compagnie de Saint-Jean qui s'appelle Vassy Brock Manchester. C'était une compagnie qui vendait du linge, OK? Dry goods. Et il était, si vous voulez, il devient commis voyageur. En 1934, il va marier Joséphine Albert. Elle a 42 ans, lui, on a 57 ans. Alors, c'est évident qu'ils n'auront pas d'enfants. Hein? Il y a juste Trudeau qui fait des enfants très tard. Le père, je pense. Hein? Vous vous en souvenez, hein? Alors, ils n'ont pas eu d'enfants, mais Joséphine Albert, c'est très intéressant parce qu'elle a fait son cours d'infirmière à Campbellton. Ils s'étaient fréquentés. Il était plus vieux, mais dans les années, fin des années, ils s'étaient fréquentés lorsqu'elle descendait l'été. Elle va être 9 ans à New York. Après, elle s'en va à New York pratiquer. Et lorsqu'il se marie, par après, il va acheter la maison construite par John Young, frère de Robert Young, qui, à l'époque, appartenait à Arcade Doucette. C'est la maison d'Harry Reeve où est aujourd'hui, ça s'appelle quoi, la Flandrie. Voilà. OK? Et voilà cette maison-là, actuellement propriété de Richard. Et ça, là, je vous le dis, ça, c'est une restauration d'un vieux bâtiment réussi. OK? Elle date d'à peu près 1875 et elle est impeccable. OK. Alors, vous voyez ici, madame, c'est la grande personne, là, c'est madame Joséphine Albert, OK, la fille à Jeannot Albert, en compagnie de madame Eddie Matterson, parce que lorsque la Gordon Pugh va ouvrir, évidemment, la Gordon Pugh va avoir une infirmerie. Et c'est ces deux gardes-malades-là, ces deux infirmières-là, qui vont mener l'infirmerie pendant longtemps. Et nous, quand on était petits, moi, je restais à côté où Bernard est maintenant, puis on se coupait, puis on descendait, il n'y avait pas d'hôpital, on descendait à l'infirmerie, puis elle nous lavait ça, puis elle nous mettait un plaster, puis let's go. OK. Alors, vous voyez ici le Vassy Brock and Manchester, Dry Good Milk, OK, Woolen Novelty. Bref, c'était la compagnie qu'Harry Reeve travaillait pour. On continue. Voilà l'Église protestante. C'est intéressant, parce que Reeve est protestant, mais parce qu'il s'est marié à Bathurst, parce que c'est Henry Street qui avait été le révérend qui l'avait marié, lui, il décide que c'est à Bathurst qu'il va se faire enterrer. Et puis, ses enfants, mais évidemment, qui sont tous catholiques, vont être enterrés dans le cimetière de Caraquette, ici. On continue. Harry Reeve est un homme très polyvalent. Okay? Premièrement, c'est une personne qui écrit très bien, tant en anglais qu'en français, vous verrez tout à l'heure. Et il va participer à toutes sortes de débats. Or, il va écrire, par exemple, dans les années 40, un article très important sur l'importance de développer la Pointe-à-Marcel comme port d'avenir, bien avant qu'on en parle dans les années 60. Lorsque c'est le temps d'avoir un sénateur, OK, parce que Harry Reeve, lui, contrairement à son père, est libéral, va présider des conventions libérales, OK, il va écrire un grand article, évidemment, dans l'Évangéline, pour appuyer la nomination d'André Doucette comme sénateur. Alors, c'est tous des choses que vous verrez dans le livre, plus dans le détail, OK? Aussi, très généreux, hein? Il a été baptisé à l'âge de 15 ans, et puis il est très catholique.
Et vous voyez ici, en 1906, lorsqu'on fait la grande cérémonie, parce que Monseigneur Allard vient d'être nommé protonotaire apostolique, c'est-à-dire Monseigneur, OK, la paroisse doit l'habiller, OK, le vêtement et le mantelet, OK, qui est la petite cape, sera fourni par Harry Reeve. Lorsque le père Légarec, en 1920, parce que le père Légarec a été curé, il était de Bretagne, le père Légarec a été curé à Caraquette de 1912 à 1938. Et un dimanche, le père Légarec monte en chair, évidemment, comme d'habitude, et il dit ceci: « Je vais dans le mois à venir quitter Caraquette pour un bout de temps pour voir mes parents que je n'ai pas vus depuis tendre enfance, parce que parce que son père était malade. » Alors, Harry Reeve va se mettre, OK, en 1920, va se mettre à la tête d'une collecte et il va remettre, lors d'une messe, à la fin d'une messe, 500 $ au père Légarec pour payer son voyage. Et, si vous allez à l'église de Caraquette, encore une fois, l'achat de la 4e station, parce que ça a tout été acheté par des familles, ça coûtait 100 $ le morceau, en 1940. C'est Médard Bourgault, vous savez, les frères Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli, et la famille Reeve, c'est-à-dire Harry, va payer la 4e station qui s'appelle La Rencontre. Et c'est très intéressant pourquoi La Rencontre. Parce qu'il était une famille anglophone dans un milieu francophone. Bref, il y a une rencontre. Il n'était pas fou, le bonhomme. Et c'est assez intéressant. Et un autre chemin de croix comme ça existe par le même artiste à la cathédrale d'Edmundston. On continue. Ludger Simard, là, vous allez dire, là, jusqu'il s'en va. Harry Reeve est aussi président de la Chambre de commerce parce qu'elle avait été fondée en 1920 par son frère, Philip Reeve. Okay? Il y a eu 2 chambres de commerce à Caraquette. Il y en a eu une qui a été fondée en 1920 par Philip Reeve Jr., okay, dont le secrétaire, c'était Jimmy Nixon. Il a été secrétaire, un peu comme Martin Légère, jusqu'en 1938. Et elle termine. Et la 2e chambre de commerce, qui a été fondée, évidemment, avec Martin et ces gens-là qui existent toujours. Mais qu'est-ce qui est intéressant? La première est enregistrée Chambre de commerce de Caraquette. Okay? Celle que Martin Légère va fonder, et ça, j'ai dit ça à son fils, puis ça ne parlait pas. Caraquette Chamber of Commerce, OK? Celui qui... Ben c'est, à l'époque, ça peut arriver. Alors, Ludger Simard, Marine Industries, OK? À Sorel, beaucoup de gens d'ici, il y a des gens, je sais que Stan Dugas a travaillé là durant la guerre, OK? Parce qu'il construisait des bateaux. Et il va, évidemment, venir à Caraquette avec son yacht, OK? Qui s'appelle Fraternité, en 1946-47, parce que l'Abégouite, le traversier de l'Abégouite qu'on a tous vu et connu à un certain moment donné, c'était évidemment l'arrivée de ce traversier-là entre l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick. Et il va venir à Caraquette et c'est Harry Reeve qui va évidemment l'accueillir parce que, pourquoi Caraquette? C'est qu'il était marié avec une Arsenault de Tracadie, OK, Ludger Simard. Alors, encore là, on voit, dans la même année, il va évidemment être celui qui va présider les fêtes de la graduation de l'école, parce qu'il est aussi dans la commissaire scolaire. On continue. Et Harry Reeve est un poète. Pas n'importe quel poète. Un vrai poète. Okay? Il publie des poèmes, évidemment, dans beaucoup de journaux anglophones. Et il va même publier un recueil. Ce site-là, c'est plus rare. C'est très rare. Moi, j'en ai une copie, OK, qui s'appelle Selected Verse. Et on a... Puis, évidemment, ce sont tous des poèmes en relation avec Caraquette, avec la mer, etc., etc. On continue. The Return of the Fleet. OK? Vous voyez ici, là? Vous allez avoir une traite après.
Vous voyez, robbers stole, lance des voleurs. Il dit ceci, hein? Les voleurs arrivent et ils vont y aller vers lance des voleurs, ils vont attaquer. Et on continue. Nous avons ce soir le privilège d'avoir Jonathan Landry, qui est le poète officiel de la ville de Caraquet. Ah, excusez-moi, là. Jonathan Roy, pas de parenté Congé-Roy, hein? OK, qui va venir nous faire la lecture de 2 poèmes, OK, qui ont été traduits, mais il va les faire dans les 2 langues. Or, j'inviterai Jonathan Roy, notre poète, à venir faire la récitation. Bon. Merci Clarence de m'accueillir ainsi dans ta lumière. Je suis très heureux en fait parce que dès mon arrivée à Caraquet, il y a Denis Lantaigne qui m'a parlé de ce mystérieux Harry Reeve qui était poète. Puis il avait même fait une installation sur son terrain qui l'évoquait en partie. Et j'avais jamais eu la chance jusqu'à présent de justement, c'est tellement rare ce petit recueil-là, en anglais on dit collection, que même dans le réseau des bibliothèques, il faut se déplacer à Fredericton pour le consulter. Donc, on est heureux. Je suis très heureux d'avoir pu enfin voir ces textes-là grâce à Clarence. Et je parlerai pas très longtemps, mais je vais quand même remarquer 2 choses qui me semblent quand même intéressantes. C'est qu'à l'époque où Harry Reeve écrit, c'est un excellent portraitiste c'est un excellent paysagiste, puis aussi son attention portée sur la nature humaine. À la même époque, en Acadie, les seules personnes qui publiaient, c'était quelques curés qui avaient ce privilège-là de pouvoir écrire et la liberté de temps. Des poèmes qui étaient essentiellement sur des espèces d'odes aux guerres passées, des retours sur la déportation ou des odes à Dieu. Ici, on est complètement ailleurs, puis ça a peut-être pris un 20-30 ans avant que les poètes acadiens puissent se libérer l'esprit un peu, accéder à un peu de confort, je pense, pour aller explorer ces thématiques-là que M. Reeve évoquait. Le premier poème, qui est celui que vous avez vu tantôt, donc ce sont des traductions de Jean-Philippe Rège, que je ne sais pas dans quel contexte ça a été fait. De belles traductions qui respectent quand même assez bien la versification, puis le nombre de pieds, puis une espèce de rythme de cette poésie-là classique que je m'efforcerai de rendre du mieux que je peux. C'est pas mon genre habituellement. Donc le premier qui était, semble-t-il, le poème préféré de Clarence, Le retour de la flotte. La flotte des pêcheurs arrive et le mot se répand. Ils foncent sur l'anse aux voleurs au sud, loin là-bas. Change de cap et puis louvoie, craignant les bancs de l'île qui souvent jouent de mauvais tours, même aux marins rusés. Voici les navires au chenal à la vue du village. Ils replient un à un leurs ailes comme des goélands. Aux cierres garnies de limande, les dorés se dépêchent, les marins se hissent au quai où languissent des cœurs. Les récits du voyage bruissent, on cherche à tout entendre. Aux uns la fortune sourit, la peur aux autres aussi. Le quai se vide, et la nuit tombe et la mer murmure, les lampes meurent dans les masures des marins assoupis. C'est vraiment un très bon poète, pour vrai. Et j'avais dit à Clarence que je ferais les 2. C'est donc The Return of the Fleet, mais mon anglais rouillé de Bathurst ne rendrait pas hommage à celui-là. Il y avait quelques vieilles langues. Je vais enchaîner avec aussi un très beau portrait qui fait écho à ce qu'on a pu entendre des poètes francophones chanter par la suite. Le vieux pêcheur. Assis des heures au bout du quai, son regard vogue au large. Qui sait les songes par milliers qui peuplent sa mémoire? Il vient voir la flotte accostée, la flotte appareillée, et voir les voiles déferler aux cris des capitaines. C'est sûr, il songe à d'autres jours quand, maître d'équipage, bravant les humeurs de l'orage, il fonçait téméraire. Ce soir, en descendant la dune, il sent le poids des ans. Où est la voix qui calmera la houle de la vie? Et en fait, c'est ça, je clorai pour quand même faire honneur à la rythmique. Il maîtrisait
très bien le rythme et je vais sortir mon anglais de Bathurst pour The Old Fisherman, je sais pas si... Non, c'est pas lui. Donc, ça sonne, vous allez voir, ça sonne bien, ça claque. He sits for hours on the wharf, his gaze fixed out to sea. He knows his thoughts, the myriad scenes that crowd his memory. He's there to watch the fleet come in, to watch the fleet go out. He loves the sight of spreading sails, to hear the skippers shout. He thinks, no doubt, of other days when, master of a crew, he dared the temper of the storm and liked the hazard too. But now he feels the weight of years, the way down the hill. He listens for a voice to bid the waves of life be still. C'est donc The Old Fisherman, le vieux pêcheur. Un excellent poète que je suis heureux de découvrir et j'ai hâte de voir la suite, Clarence. Merci. Alors, Harry Reeve va décéder. Il décède le 6 février 1957 à l'hôpital de Tracadie à l'âge de 79 ans, 5 mois et 10 jours. Et moi, je me souviens. C'est combien que je me souviens lorsqu'il est mort. J'ai 7 ans. Et puis, je veux dire, c'est tout un personnage, Harry Reeve. Puis, il y avait une belle maison. Puis, Madame Reeve, on la connaissait bien parce que elle nous soignait surtout l'été, là, quand on se faisait des égratignures. OK? Alors, c'est ça. Le deuxième, lui, c'est un personnage. Rupert Reeve, 1882-1960. 5e enfant du couple. Rupert Reeve, on continue, va fréquenter le collège de Caraquette pendant 1 an. S'inscrit au collège Saint-Joseph comme son frère, OK, Harry, de Memory Cook, et obtient un baccalauréat en 1905. Et là, on parle d'un enfant exceptionnel ici. Premièrement, c'est un athlète, OK? Et c'est un athlète et c'est un étudiant exemplaire. Tous les prix, lorsqu'on regarde, si vous voulez, dans le prospectus, dans les publications du collège, c'est premier en latin, c'est premier en poésie, c'est premier en tout, OK? Et en plus de ça, il est un athlète et on joue au football. Il faut retenir ça. Il reçoit la bourse Cecil Rhodes, Rhodes Scholar. C'est le seul Rhodes Scholar dans toute l'histoire de Caraquette. Il n'a jamais eu d'autre, OK? La bourse Rhodes Scholar, comme vous savez, c'est une bourse qui équivaut 100 000 $ où tu t'inscris à l'université Oxford, en Angleterre, pour faire des études graduées ou poursuivre des études. Alors, lorsqu'il reçoit cette bourse-là, c'est épouvantable. Les journaux n'en lâchent pas. C'est une honte. Comment ça se fait qu'un garçon, OK, de famille, surtout anglophone, puisse recevoir la bourse Rhodes, qui était la deuxième au Nouveau-Brunswick. Le premier était un gars de Saint-Jean de UNB l'année d'avant. OK, comment ça se fait qu'on donne... Et là, les journaux du Québec enchaînent, puis en tout cas, c'est épouvantable. Ça va vraiment... Et ça, c'est le collège Saint-Joseph où il l'avait, évidemment. Et lorsqu'il gradue en 1905, c'est lui qui fait aussi le discours d'adieu. Okay? Il joue au football, okay? Entre autres, au baseball. Et Cecil Rhodes, il faut comprendre, c'est un homme politique britannique. La Rhodésie, en Afrique du Sud, vient de lui. Okay? Et il va, évidemment... être aussi un grand commerçant, bref, avec une grande fortune. Et lorsqu'il meurt, il écrit un testament dans lequel testament il établit une bourse pour l'ensemble des pays de l'Empire britannique où à chaque année, une trentaine, parce qu'il y a à peu près 30 pays de l'Empire, je pense à l'époque, qui vont recevoir cette bourse. Okay? Alors, Rupert Reeve s'inscrit avant d'aller à Oxford, s'inscrit à l'Université d'Alousie où il obtient une licence, un baccalauréat en droit.
Common Law. Et par après, s'inscrit à Oxford. OK? Où là, on continue, où là, il va évidemment s'inscrire, OK, un baccalauréat en droit civil. Il va s'inscrire au St. John College. Mais en 1908, la polémique part de plus belle. Et le père Guertin, OK, qui était prophète des études lorsqu'on va octroyer, OK, est attaqué aussi de toutes parts. Et il va faire venir, il va faire venir ce Robert Parkin de Saint-Jean, qui était le représentant, si vous voulez, de l'organisation de la Bourse Rhodes, à Cook, pour leur expliquer qu'est-ce qu'était la Bourse Rhodes, en tout cas que personne n'avait compris. Excellence au niveau académique, excellence au niveau de la parole, excellence au niveau des sports. OK? Et là, la game se joue. OK? C'est que les Pères Sainte-Croix, c'est eux qui mènent le collège. Les Pères Sainte-Croix, c'est l'Université Notre-Dame aux États-Unis. Football. Ils sont des passionnés de football. Si jamais vous allez à South Bend, Indiana, OK, l'automne, essayez pas d'avoir un billet pour une game de football à Notre-Dame, c'est impossible. OK? Et c'est ça la trick. C'était qu'il était bon. Et en plus de ça, OK, il va exceller dans à peu près tout. Et Parkin vient et il dit, l'octroi de la bourse à Rupert Reeve est mérité à tous les égards. Et il va s'en aller, évidemment, à Oxford. On continue. Il est inscrit au St. John College. Oxford, l'université Oxford, c'est 47 collèges. OK? Ce n'est pas des facultés. C'est un peu plus qu'une faculté, mais ce n'est pas nécessairement un collège dans le sens qu'on l'entend aujourd'hui. Et le St. John College de Oxford, OK, a été fondé en 1555. C'est un collège catholique. Parce qu'il faut comprendre que Rupert Reeve aussi a été baptisé sous condition. Et là, il va entreprendre, évidemment, des études en droit qu'il va réussir d'une façon magistrale. Attendez. Et en 1909, OK, il fondait une équipe de hockey qui s'appelle les Oxford Canadians. Et là, on va les voir. OK, les Oxford Canadians. Et vous avez ici Rupert Reeve. Ça, c'est des anglophones. Mais ici, là, c'est le gardien. C'est Gustave Longteau. Gustave Longteau est un célèbre historien canadien-français qui a écrit, entre autres, l'histoire de la Nouvelle-France en 3 volumes. Un grand personnage, journaliste. Il a finalement fini comme archiviste et bibliothécaire. Et qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est la première fois dans l'histoire que la feuille d'érable était utilisée comme écusson pour identifier les Canadiens. Jamais auparavant, OK? Et en 1910, ils sont invités au premier tournoi international au Levant en Suisse, mais ils ne peuvent pas participer dans le tournoi officiel parce qu'ils sont trop forts. OK? Ils sont définitivement trop forts. Ça fait qu'ils vont jouer 3 parties d'exhibition contre 3 autres équipes, puis ils les battent 8-0, 10-0, bref. Mais ils vont tout de même être là, et c'est quelque chose d'assez impressionnant. Merci. On continue. Il se marie en 1911, lorsqu'il termine, évidemment, ses études à Oxford et qu'il reçoit son baccalauréat en droit civil. Vous savez, le baccalauréat en droit civil de St. John's College est considéré le diplôme le plus célèbre dans l'Empire britannique en droit civil. On se tient là-dessus. Il va se marier à Florence Alcock, OK, le 1er juillet 1911, dans l'église Holy Trinity. OK, là, vous avez l'église et vous avez l'intérieur de l'église. On continue. C'est l'hôtel Carleton où a eu lieu la réception. Il n'a pas marié, si vous voulez, hein, dans une famille qui pêche les plans en 1932, là. Hein?
Et vous verrez, et ça, cet hôtel-là, hein, en 1911, lorsqu'il se marie, la réception va avoir lieu là. Cet hôtel-là va être bombardé lors de la bataille d'Angleterre par les Allemands en 1940, un peu endommagé. Elle va être réquisitionnée par l'armée britannique en 1942, défaite en 1960, et sur le lieu, aujourd'hui, c'est l'hôtel le Ritz-Carlton à Londres. On continue. En 1911, après son mariage, il prend le bateau, le Tunisian, OK, de Allen Line qui faisait Liverpool-Québec. Et c'est sur ce bateau-là qu'il va arriver, OK, en 1911. Et par après, hein, vient présenter sa nouvelle épouse, pas à ses parents parce qu'ils sont décédés en 1909 et 1910, mais à Harry, puis à ses sœurs, puis à Philippe, son autre frère, et s'en va, par après, à Saint-Jean, où il va ouvrir un bureau d'avocat, OK? Et vous voyez là, OK, BA, Saint-Joseph, LLB Dalhousie, BCL Oxford. C'est prestigieux. Et vous savez-vous où est-ce que j'ai trouvé cette annonce-là? Dans le journal du collège de Caraquette, qui s'appelait le Sacré-Cœur. OK? Oui, le premier journal à Caraquette était un journal publié à Rimouski, mais par le collège de Caraquette. Et 2-3 fois par année, il publiait un peu forme magazine où tout est dedans. Qu'est-ce qui est né, qu'est-ce qui a divorcé, tout, un petit peu bottin, là. Mais il avait, et à côté, c'est Joe Blanchard, OK? Joe Blanchard, le père à Jean Blanchard, OK, qui avait un magasin juste à côté du collège, là. On continue. Voilà le bureau où il a été installé, OK, à Saint-Jean. Market Square, c'est dans ce coin-là. On continue. En 1913, OK, sa femme, Florence Alcock, OK, fait venir sa sœur, Rhoda, OK, sur le même navire, le Tunisian. Et là, ça a commencé à aller mal. En 1920, OK, il déménage à Moncton. Parce que de carrière d'avocat, il va devenir un avocat, mais surtout impliqué dans le real estate. Et en 1920, sa femme demande le divorce suite à des avances, OK, de Rupert sur sa belle-sœur Rhoda. Et en 25, il y a une cour, OK, c'est assez intéressant, merci, où elle va obtenir le divorce, sa sœur s'en va, retourne en Angleterre, et un des témoins, qui était un des associés à Rupert Reeve, dit ceci au juge, lors de son témoignage, que Rupert Reeve, OK, was strong on girls and the bottle, OK? Bref, il fréquentait quelques bordels dans le bout de je ne sais pas où, et il était un peu... bref, des montées d'hormones, quoi. Et on perd sa trace après. Il va évidemment écrire quelques petites choses, mais dans l'ensemble, ça ne va pas bien. On continue. En 1937, OK, dans un article de journal, je lis « Rupert Reeve est traduit en justice pour ne pas avoir payé un taxi à Ottawa. » OK? En 1941, il est arrêté pour vagabondage au Saguenay et fait 10 jours de prison. OK? Durant les années 50, il demeure à Montréal. Il a été petit fonctionnaire, on ne sait pas trop. Et en 1955, arrive à Caraquette pour les funérailles de sa sœur Joséphine. Et moi, je me souviens de Rupert Reeve, OK, qui allait au magasin à Paul-Lantaigne, là, puis il était à moitié en offense, c'était pas fin. Puis s'assisait sur une caisse de je ne sais pas trop quoi en avant, là. Il se déchaussait puis il se coupait les angles d'orteil. Ah non, c'était un personnage. Hein. Et atteint de démence, Rupert Reeve sera envoyé à l'hôpital psychiatrique de Saint-Jean où il va mourir en 1961. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses que j'ai relevées qui seront éventuellement dans le livre. Philippe Lawler, l'autre frère, c'est pareil, pas marié,
ne termine pas ses études au Collège Saint-Joseph parce qu'il va venir avec Harry prendre le commerce de son père lorsqu'il va en 1902. OK? En 1920, il est un des cofondateurs de la première chambre de commerce de Caraquet. Il ne s'est jamais marié et termina sa vie atteint d'une démence partielle. Il était aussi pas trop... moi, je me souviens, puis je pense que Léon s'en souvient aussi, là. Il ramassait des bouts de papier sur le bord du chemin. Il était un peu... j'ai pas fini cette recherche-là. Bon, on continue. Les sœurs Reeve, Joséphine et Marie-Estelle. OK? Ça, c'est Joséphine et ça, c'est Marie-Estelle. Marie-Estelle était une très belle femme. OK? Et la mère, OK, comme je vous ai dit dans une lettre, OK, ça prenait des chaperons. Et ça, c'est intéressant, M. Théophile, pas Théophile, M. Lambert, OK, et je pense qu'il est ici, conduisait taxi, il les amenait à Bathurst de temps en temps, les sœurs Reeve. Il m'a raconté ça. On pourra en parler par après avec lui. OK, les garçons vont à Saint-Joseph et les filles vont aller au Mont-Saint-Vincent, qui était l'Académie Saint-Vincent, qui va devenir l'Université Saint-Vincent, qui était menée par les Sœurs de la Charité, okay, Sisters of Charity. C'est une congrégation religieuse américaine, okay? Très catholique, évidemment. Et c'est à Halifax que Marie-Estelle, celle que j'ai dit qui était belle, rencontre un jeune étudiant en médecine du nom de Hugh O'Neill, de St. Andrews au Nouveau-Brunswick. Elle tombe follement amoureuse de lui. Okay? On continue. La mère étant opposée à la fréquentation de sa fille avec ce jeune étudiant en médecine, crée chez sa fille un découragement qui l'amène à pousser un geste terrible. Sa mère voulait pas, elle voulait devenir infirmière pour, si vous voulez, accompagner ce jeune médecin, hein, qui, lui, s'est arrêté sa profession. Et sa mère, non, elle dit, tu as trop des belles mains. Elle était une très bonne pianiste aussi. Et le 28 décembre 1903, par désespoir, se jette dans le foyer et s'atrophie les mains. Elle s'est littéralement couchée dans le foyer et on va la transporter, évidemment. C'était une histoire, on n'emporte pas à Tracadie, on l'emporte à Camelton. Hein. Les Anglais, c'était Bathurst sur Camelton, où on va l'opérer, on va y couper 2 doigts, entre autres, jusqu'à la première phalange. OK? Et nous, on l'a bien connue. Elle était toujours comme ça. Hein? Elle se cachait les mains parce que... Okay. Pour le reste de ses jours, jusqu'en 1900, Marie-Estelle vivra une vie en reclus où elle s'efforce, lorsqu'elle est en public, de cacher ses mains en tirant sur ses manches. C'est assez triste, cette histoire-là. Il y a beaucoup plus de détails, mais... Alors, ça, c'est la pierre de tombe à St. Andrews de M. O'Neill, qui va marier Chonita Francis, qui venait de la Californie. OK? Alors, c'est ça. Joséphine, lorsqu'on va fermer ou qu'on commence déjà à avoir des difficultés au niveau du commerce, en 1930, côte à côte, annonce de l'hôtel Dominion et annonce d'un tea room. OK? On va commencer en 1930 et dans le Northern Light, il y a 2 annonces côte à côte où on vante les mérites de l'hôtel Dominion de M. Duguay et où Joséphine Reeve annonce qu'on va ouvrir un tea room. OK? Dans la grande maison familiale qui deviendra en 1932 le Seagull Inn, suite à la fermeture du commerce mené par Harry et son frère Philippe. Alors, c'était une grande demeure. Hein? On continue. Et ça, c'est intéressant parce que, en 1951, j'arrive fini, là. Ça, patientez. Vous savez, dans les vieux draggers d'avant, il y avait le petit moteur et le gros moteur. Là, c'est le gros moteur qui est starté, là. C'est pour ça, là. La misère a arrêté. Mais, en 1951, un journaliste du McLean Magazine arrive à Caraquet et il loge au Seagull Inn, OK? Pour faire un reportage sur le bateau Fantôme. Et c'est un article très intéressant, qui est très long d'ailleurs, où au Seagull Inn, d'une part, il va décrire l'intérieur du Seagull. Et il dit, je traduis librement, dans cette ancienne demeure, OK, d'un ancien propriétaire dans le commerce du poisson, on voit beaucoup de livres et des tableaux, hein, de capitaines, de marins, de barques
qui nous regarde. OK? Et tatalada. Alors ça ici, c'est un tableau, OK, qui était à l'hôtel. C'est un tableau de 1832. OK? Et le bateau s'appelle Charles of Jersey, Philip Reeve Commander, le grand-frère de Philip Reeve. Okay? C'est de Potty, c'est vraiment un très beau tableau. Il y en a d'autres, là, on a un autre au musée. OK, vous le voyez là. Et là, évidemment, c'est lui, le Commander, qui est aussi, qui est au village acadien, celle-là. OK? On continue. Et là, oui. Et là, le journaliste, lorsque il y a une servante, là, puis je ne sais pas si c'est la Madame Bertin qui est ici. En tout cas, il dit qu'il rencontre une madame, okay? Une servante qui est là, qui croit dur comme le fer au feu du mauvais temps. Elle l'a vu, elle a entendu les chaînes, le feu, elle a tout vu ça. Puis là, évidemment, le journaliste, après ça, il s'en va voir Phil Carroll, qui était gérant de la Gordon Pugh. Puis Phil Carroll, il compte la même chose. Puis là, il dit dans l'article, « Maybe they're right. Maybe they're right. » OK? On continue. Alors, vous voyez ça. On continue. Ça, c'est le grand-père. Évidemment, ils étaient, hein. Ça, c'est une bonbonnière qui a été trouvée. Hein, c'est Édouard. C'est une bonbonnière lorsqu'Édouard VIII monte sur le trône. Vous savez, Édouard VIII qui va abdiquer pour Lady Simpson, hein, qui a fait tout un scandale à l'époque. On continue. Ça, c'est intéressant. Vous allez dans le cimetière de Caraquette. Et vous voyez cette pierre de tombe-là. Ils sont tous là, Philippe, tous eux autres sont tous là. Mais vous voyez celle-là, Rebecca Dwyer, 1920. Lorsque Harry Reeve vient au monde en 1877, Madame Reeve, OK, qui était Kathleen Dwyer, fait venir sa sœur jumelle pour l'aider, hein, de se relever des couches, comme on disait. Hein? Je pense que c'est comme ça qu'on disait ça. Se relever des couches. Mais elle va rester toute sa vie à Caraquette par après. OK? Et elle va. Et lorsque Mme Reeve, la vieille, meurt, elle va demeurer avec les garçons Reeve, et elle va mourir en 1920, et sa pierre de tombe est dans le cimetière de Caraquette. On continue? Vous savez, hein, chaque fois qu'on a un rendez-vous d'histoire, Donna Lacroix prend la parole. Hein? Donna Lacroix chante, mais des fois, il veut parler. Alors, on va le faire parler, là. Parce qu'à Jersey, à Saint-Élie, vous avez une très belle demeure qui s'appelle un guest house, qui est la maison Lacroix. OK? Ça, c'est à Jersey. Ah. Alors, tu vois, Donna, j'ai pensé à toi. Et finalement, je veux vous dire ceci, qu'on remercie l'Acadie Nouvelle, le CCNB. Rogers n'est pas ici parce que le monsieur s'est blessé, mais le CCNB va faire... OK, Yvan Cormier pour les photos, Jonathan Roy, notre poète, Sylvain Lantaigne du musée, et en sortant, regardez le petit revolver là, qu'on a mis sur la table pendant que vous rentriez. Je remercie Jean-Paul Lantaigne de nous l'avoir prêté. Et ça, c'est intéressant, parce que le magasin Reeve, ferme en 1932, va être abandonné pendant 7-8 ans. Et en 1940, Paul Lantaigne va louer le magasin pour 8 piastres par mois. Et va alors emprunter 60 piastres à la caisse pour bâtir un inventaire. Et jusqu'en 1950-51, c'est là que Paul Lantaigne va opérer son magasin, puis par après, il va bâtir ce qu'est le Home Hardware aujourd'hui. Hein? C'est assez intéressant. Et autre chose, c'est lorsque Harry Reeve meurt, en 1957, hein, comme je vous dis, c'était un personnage très respecté. Je vous donne les porteurs. Walter Legrand, qui était gérant des Robins à Caraquette. Freddie Young, le député. Édard Robichaud, OK? Gabriel Albert, son neveu. Clarence Duguay, OK? Son neveu aussi. Étaient évidemment les porteurs. Et là, OK, vous avez Mme Gabrielle Albert, parce que aussi, hein, Mme Winnie
Elle a connu tout ce monde-là. Ça fait des fois, quand je suis stock, que je vais la voir. Et puis Roger Boucher, Kevin Mann, qui fait ma recherche à Bathurst, et Clarence Savoie, et Donna, d'ailleurs, quand je suis stock avec des bateaux et tout ça, je vais les voir. Alors, voilà. Je vous remercie beaucoup. On est un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est que le sujet est très passionnant. Merci.